Et d'abord, pourquoi avoir engagé cette question de l'inouï? Je dirais, au fond, c'est pour essayer de faire une opération. Pour moi, la philosophie, c'est une affaire d'opération. Pas une affaire de discours, c'est peut-être pas tellement une affaire de vérité, mais c'est opérer dans la philosophie. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Cette première opération, je l'ai engagée en allant en Chine. C'était pas pour découvrir ailleurs une autre forme de vérité, une autre figure de la vérité. C'était pour opérer un dérangement dans la pensée. D'abord, dans ma pensée. Donc, opération, je dirais, c'est... Alors, l'opération, ça, je reviens au terme de stratégie. Une opération, ben, ça se concerte, ça s'essaye, et puis ça marche ou ça ne marche pas. Il y a l'efficacité qu'il faut après évaluer. Alors, cette opération, pour moi, elle est double avec l'affaire de l'inouï. Opération dans la philosophie, façon de déranger la philosophie. La déranger d'abord dans ses grands rangements. Le rangement, par exemple, de la métaphysique d'un côté et de l'empirisme de l'autre. C'est rangé, n'est-ce pas? Et Inouï intervient là pour déranger ça, puisqu'il il fait apparaître comment l'expérience ne se borne pas à l'expérience, donc comment elle se fissure, comment elle produit du vacillement, et en même temps, elle faut verser, je l'ai dit tout à l'heure, dans la métaphysique. Donc voilà, ces deux plans-là sont dérangés, de même que, et c'est ce qui apparaît à entendre pour plus de cette journée, qu'elle dérange les séparations de la philosophie entre la morale, par exemple, et l'esthétique. L'inouï défait cette opposition-là. C'est une affaire aussi bien d'esthétique que la poésie, que de morale, puisqu'il y a une dimension pour moi essentielle, éthique, dans cette affaire. Donc, au fond, j'ai souhaité introduire une opération de dérangement dans la philosophie, d'un terme qui n'avait aucun statut philosophique. Qui est un terme de la modernité, un terme des poètes, mais qui n'a pas de statut philosophique. Donc comment en faire un concept, mais pas en faire pour un concept, en faire un concept pour voilà, opérer ce dérangement. Et opérer un dérangement aussi dans la langue. Dans la langue, avec ce qui a été, autour de quoi on a tourné aujourd'hui, qui est briser la synonymie. Tu l'as rappelé à tout à l'heure, car il me semble que rien n'est plus fallacieux dans la langue que les synonymes. Les synonymes, on dit un mot pour un autre. Vous ouvrez le dictionnaire, inouï, extraordinaire. On vous dit ce qu'est inouï par un autre terme, extraordinaire, insolite, rare, etc. Je trouve cette opération extrêmement fallacieuse. Et c'est un souci que j'ai depuis maintenant un certain temps, que d'essayer de briser ces synonymies illusoires et qui font que ces synonymies recouvrent. Elles recouvrent l'expérience par de fausses affinités, de fausses proximités. J'en ai dénoncé quelques-unes auparavant, entre plaisir et jouissance. Si vous regardez le dictionnaire, on vous dit la jouissance, c'est un plaisir porté à son comble. Ah, pas du tout. C'est tout autre chose, la jouissance, que le plaisir. Le plaisir reste sous la limite du contentement et s'y trouve bien. Et la jouissance, c'est l'épreuve, justement, la limite du plaisir impossible. Donc, jouissance, souffrance, etc. C'est tout autre chose. Donc, quelle est cette béance qui s'ouvre sous l'apparente synonymie qui recouvre donc l'expérience? Alors, je crois que c'est ça que je voulais rompre, c'est entre inouï et extraordinaire. J'y reviens parce que pour moi c'est essentiel. Alors, tu l'as rappelé, Marc, à l'instant, tu dis il y a un mot, un sens plus usuel et puis un sens plus en amont. Auquel je serais revenu. Je pense qu'il y a quelque chose une explication à donner, c'est que si je définis l'inouï comme étant ce qui déborde l'expérience dans l'expérience, non pas au-delà, mais dans l'expérience, donc qui fissure l'expérience, si c'est donc ce qui déborde l'expérience au sein de l'expérience, et que c'est ce à quoi je n'accède pas, ce à quoi je n'accède pas, je vais le ranger en bordure de l'expérience. J'appelle extraordinaire. En fait, c'est le plus commun. C'est le plus commun de l'expérience, mais qui, du fait qu'il est le plus commun, le plus ordinaire, ne s'accepte pas,
que je range donc en bord de l'expérience pour m'en débarrasser. Donc quand on dit que l'inouï c'est extraordinaire, on se débarrasse de l'inouï. C'est pas seulement une affaire de... En fait, c'est une façon commode de s'en débarrasser en le rangeant en bord de l'expérience, comme étant le rare, l'exceptionnel, ce qui en fait est le plus commun. J'ai retrouvé depuis une citation de Nietzsche dans le Ecce Homo qui nous dit ceci, dont je me suis senti conforté quand il dit, dans Zarathustra, à propos de Zarathustra, mais c'est le plus immédiat, le plus quotidien qui parle ici de choses inouïes. Le plus immédiat, le plus quotidien, qui parle ici de choses inouïes. Donc la question de l'inouï pour moi c'est la suivante, c'est notre difficulté ou notre incapacité à accéder au plus ordinaire. C'est ça la question. Pourquoi il est si difficile, le plus difficile, d'accéder au plus ordinaire, au plus commun, au plus banal, enfin bon. Qu'est-ce qui fait que nous n'y avons pas accès? Et donc que nous le rangeons, comme nous n'y avons pas accès, en bordure de l'expérience, on s'en débarrasse sous le titre rare, exceptionnel, extraordinaire, alors qu'en fait c'est le plus ordinaire. Le plus ordinaire, c'est tout simple. Je veux dire, on a dit inouï de la couleur, toute couleur est inouïe. Inouï du vivre. Vivre est inouï. Seulement, comme on est dedans, engagé depuis toujours dedans, on n'a pas de capacité d'accéder à cet inouï qu'est vivre. Et comme on n'a pas de capacité à accéder à cet inouï qu'est vivre, nous le renversons dans ce qui est, plutôt nous le laissons tomber dans ce qui est le plus lassant. Vivre peut être à la fois inouï, et vivre est lassant. Le visage de la menthe, à la fois est inouï, et peut devenir lassant. Donc c'est cette situation-là très dérangeante qui est en vue, c'est comment l'inouï bascule en lassitude. C'est ça qui me paraît, disons, à réfléchir. Avec cette hypothèse de ma part, ou ce que j'avance comme ça, tout est inouï. Et tout peut devenir lassant. Il suffit donc qu'il ne s'agit pas de privilégier tel aspect des choses au détriment de tel autre. La tradition japonaise du haïku, le lesbien entend, n'est-ce pas? Tout peut être inouï, tout peut devenir lassant. Alors, c'est une proposition que j'avais eue un peu il y a des années à propos de l'intime en disant on peut devenir intime avec quiconque. On m'était tombé dessus, je ne sais pas si tu t'en souviens, Patrick. Oui, en fait, il s'agit de décider. Et là, je distingue choisir et décider. La morale, c'est à prospérer sur l'idée de choisir la liberté, etc. Bon. Je pense que le choix est une chose tout à fait, une représentation tout à fait illusoire. Par contre, il y a quelque chose qui est effectif, c'est décider. Décider, donc je distingue, je sépare fortement choisir, qui est, disons, une représentation à mon sens abstraite. Hercule entre le vice et la vertu, oui, bon, le chemin qui monte est escarpé, le chemin qui descend dans les fleurs, ça c'est une prestation qui est pas réelle, en fait, qui n'est pas effective. Non, ce qui me paraît effectif, c'est à un moment décider. Et décider, c'est toujours une sorte de saut dans l'inconnu, mais qu'on assume, décider. Et je dirais que l'inouï, ça se décide. On décide de faire ce qu'il faut pour accéder à l'inouï. C'est pour ça qu'il y a une dimension éthique, et cette dimension éthique à laquelle je tiens, parce que ce qui me paraît pouvoir être précieux dans ce terme, c'est que l'inouï, c'est ce que je n'entends pas, mais que je pourrais entendre. Donc ce n'est pas l'inconnu, c'est un inaccessible auquel je pourrais accéder, si je fais ce qu'il faut, n'est-ce pas? Et c'est d'abord si je décide de faire ce qu'il faut pour y accéder. Donc c'est cette dimension d'abord de basculement, qui n'est plus le basculement entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Basculement, disons, oppositions qui me paraissent très installées, certes, mais à vérifier. Alors que cette opposition entre inouï et lassant, tout peut être inouï, tout peut être lassant, me paraît, disons, tranchante, et nous rendre responsables de décider entre accepter la lassitude ou renverser la lassitude en inouï.
ça pour moi qu'il y a à faire, n'est-ce pas? Qu'il y a la dimension éthique de cela, c'est de dire, bah oui, de renverser le fait de vivre de ce qu'il peut avoir de lassant en inouï. Alors c'est vrai que ça m'amène à cheminer de contradiction en contradiction. Mais j'ai le sentiment que c'est non pas en organisant des contradictions qu'on pense, mais c'est plutôt en voyant comment les contradictions sont légitimes, plutôt sont fécondes. Je pense que la contradiction, c'est vrai que la philosophie classique tend plutôt à la rejeter parce que comme illogique, mais que dès lors qu'on commence à sonder la fécondité de la contradiction, eh bien, il y a quelque chose qui est une façon de penser qui advient. Et cette question que Patrick a soulignée tout à l'heure entre média et immédiat. Si nous n'accédons pas à l'inouï du plus ordinaire, c'est que nous ne pouvons pas accéder immédiatement à l'immédiat. Donc on ne peut accéder que médiatement à l'immédiat. Bon, c'est une contradiction. C'est une contradiction qui me paraît légitime, et non seulement légitime, mais féconde. Et donc, je dirais, vivre, c'est justement, c'est pouvoir accéder. Comment accéder à l'immédiat du vivre? Eh bien, par des médiations, la poésie en est une, à l'évidence. L'art est une médiation pour accéder à l'immédiat. Bon, on l'a dit pour la métaphore tout à l'heure. Donc, contradiction de l'immédiat et du média. Contradiction, tu l'as évoqué aussi à l'instant, entre immanence et existence. Dans mon travail sur le vivre, j'étais amené ainsi à travailler cette contradiction. À la fois, nous sommes immanents et pouvant être existants, immanents parce que demeurant dans le monde, il n'y a pas d'autre monde, donc on est demeurant dans le monde. Alors tu as raison, petit tiret. À la fois demeurant dans le monde et pouvant nous tenir hors du monde. Et ce pouvant se tenir hors est un éthique. Parce qu'on peut être demeurant dans le monde et demeurer dans le monde, dans le confinement du monde, dans sa limitation, ou alors, tout en demeurant dans le monde, on peut, encore faut-il le décider, se tenir hors du monde. Se tenir hors du monde, c'est-à-dire ne pas se laisser clore dans du monde ou de soi, d'ailleurs. Au fond, l'opposition, c'est oui, j'ai du monde, c'est pas très juste. C'est soit on est immanent, demeurant dans, mais pouvant se tenir hors du monde, hors de soi, bref, rencontrer, etc. Donc, au fond, ce qui fait que je me suis attaché à ce terme de la modernité, pour essayer d'en faire un concept, c'est pour essayer d'opérer, et dans la philosophie, pour la déranger dans ce qu'elle a installé, en plan divers, c'est pour aussi essayer d'opérer un dérangement dans le langage en brisant une fausse synonymie et essayer de faire entendre l'inouï de la parole que le langage essaie de recouvrir. Et ça, c'est l'opération, disons, que je crois être celle de la vocation de la poésie, dans cette capacité à opérer ce découvrement. Alors, il a été question du regard. C'est vrai que le regard, par différence avec le visage. Bon, le thème du visage, c'est Vinas, tout le monde le connaît. Le visage comme, disons, ouverture d'infini. Je pense que le regard, par différence avec le visage, c'est une ouverture d'inouï. Non pas d'infini, mais d'inouï. Et on a évoqué deux expériences. C'est vrai que à la fois, nous regardons tout le temps et nous ne nous regardons jamais. Le regard, c'est une... Même le dire devant vous, c'est difficile d'ailleurs. Hein, parce que le regard, tu as dit, de faire regarder dans les yeux, dès qu'on regarde quelqu'un dans les yeux, de l'inouï affleure. Et c'est pour ça qu'on l'évite. Et qu'on ne se regarde jamais dans les yeux. Le regard il papillonne, etc. J'évite de vous regarder dans les yeux maintenant. Parce que, si vous voulez, c'est une expérience où affleure de l'inouï, donc de cette mesure insupportable, et donc on ne fait que on biaise avec cette expérience-là. Donc pour cela, tout ça pour dire qu'au fond, je crois que la difficulté, c'est comment accéder au plus ordinaire. Et
la critique que je ferai de la philosophie, c'est que devant cette difficulté à accéder au plus ordinaire, la facilité, c'est de le reporter. De le reporter, de le reloger ailleurs, dans l'extraordinaire, dans du méta, dans l'au-delà, bref, le report. Donc il y a un geste commode, qui est celui du report, et donc ce travail sur l'inouï, c'est une façon de refuser le report. Refuser le report, pour essayer de me centrer dans cette question qui n'est pas dépassable, qui est celle d'accéder au plus ordinaire, avec en même temps la confiance que le terme donne, parce que je n'entends pas, mais je pourrais entendre. Donc, différence avec l'inconnaissable, ou le nouménal, ou toutes ces disons, catégories métaphysiques qui, disons, installent, ou l'en soit, qui installent une impossibilité. L'inouï, à la fois reconnaît une difficulté qui va jusqu'à l'impossible, une inaccessibilité, et en même temps appelle à la dépasser, appelle à ne pas s'en satisfaire. Donc, je trouve que c'est un thème qui est à dimension éthique, parce que l'inouï, c'est ce que je n'entends pas, mais en même temps que je dis ça, je me dis que je pourrais l'entendre. Et donc, il y a un appel à déborder l'expérience, c'est-à-dire déborder les cadres constitués, figer l'expérience, qui m'empêche d'entendre. Parce que c'est ça l'inouï, c'est qu'en fait, je ne peux appréhender que dans des cadres qui sont déjà assimilants, déjà installés, déjà bordants. Et donc l'opération, c'est de déborder ce qui borde, non pas pour un ailleurs, un au-delà, mais pour commencer d'entendre ce que ces cadres bordants laissaient de côté ou laissaient échapper. Donc le terme d'inouï, je le trouve important pour la modernité parce que c'est un terme qui appelle à un travail, qui est un terme non pas enregistrant, constatant une impossibilité, comme chez Kant, l'en soi, on n'a pas accès à lui, c'est comme ça, c'est le nouménal, et donc remettant Dieu. Toi, tu as fini sur l'affaire de Dieu, ben oui, parce que justement, je pense que Dieu, c'est un peu le nom facile de l'inouï, ou trop facile. Et que si on en reste dans l'expérience elle-même, peut-être que cette pensée de l'inouï ne se laisse plus, disons, dans la façon dont elle se laisse plus rangée dans notre appareillage théorique, au fond, fait signe, ou ne cesse de faire signe, vers un débordement possible qu'il s'agit de décider, qui a fait appel à une résolution, pour, au lieu de se contenter d'un report, tel que la philosophie, me semble-t-il, l'a souvent organisé. Bon, merci de votre attention toute cette journée. Votre présence était plus que précieuse. Je remercie aussi Stéphane Gaulier, notre hôte. Je trouve que vous faites de ce lieu un lieu très vivant, qui est votre accueil. Je suis vraiment très sensible. Et donc, vous avez bien entendu que je n'écris que des chapitres. Ce n'était qu'un chapitre. J'ai beaucoup entendu aujourd'hui que c'était le dernier. Eh bien, il me revient de faire que ce soit seulement l'avant-dernier. Merci de votre attention.